Donc, je vais vous raconter une longue histoire de cristallier, mais je vais commencer par une petite anecdote. Quand j'étais jeune ethnologue, j'avais décidé, je travaillais sur la pensée magique et appliquée au chamanisme. Donc, je recherchais des gens qui vivent totalement isolés du monde occidental. Donc, c'était au fin fond de l'Amazonie, dans des tribus qui n'avaient aucun contact. Et il y a toujours un petit moment difficile quand on arrive chez des gens après avoir marché des jours et des jours dans la forêt et qu'on pose son cul devant leur maison. On est vraiment l'élément intrusif, on est l'élément perturbateur, vous voyez. Donc les gens, ils vous tournent autour, ils ne savent pas d'où vous venez, ils ne savent pas si vous êtes un extraterrestre ou quoi. Et on ne sait pas ce qui va se passer, on ne parle pas la même langue, on n'a absolument pas la même gestuelle ni rien. Donc il y a un petit moment de flottement, vous voyez. Et on ne sait pas si les gens vont nous tuer, enfin vont me tuer, je ne sais pas, parce que j'étais tout seul. Et à ce moment-là, j'avais une botte magique. Donc est-ce que je l'ai? La botte magique, la voici. C'était ça la botte magique. Et quand on sort ça, où que ce soit dans le monde, immédiatement, la situation se détend, on commence à respirer, et le langage des pierres, il est universel. Donc, c'était parti, et j'ai pu, peut-être grâce à ça, mener à bien les recherches que je voulais faire. Mais c'est pas moi qui ai inventé cette botte magique. Tous les scientifiques qui partent dans des missions comme ça, dans des contrées lointaines, que ce soit des ethnologues, que ce soit des linguistes, des botanistes, des entomologues, quand ils partent vivre chez des gens qui ne connaissent pas l'usage de la monnaie, ils apportent des pierres transparentes. Et à Paris, il y a un petit magasin, rue du Caire, où on pouvait à l'époque rencontrer toutes les tronches du CNRS, Maurice Godelier, Pierre Clastres, Claude Lévi-Strauss, Jean Mallory, vous voyez, ils venaient en catimini dans cette boutique qui était une espèce de caverne d'Ali Baba, et avec plein de pierreries qui brillent, vous voyez, c'était magique. Et ils venaient acheter des pierres transparentes. Parce que, alors selon la tribu dans laquelle ils allaient acheter telle pierre transparence ou telle autre. Et il y avait des vendeurs qui savaient, qui disaient « Ah, vous allez chez les Yanomami, en ce moment c'est bien, si vous amenez des perles transparentes rouges, ouais, c'est une bonne idée, vous voyez. » Et c'était vraiment la coutume. Quand on allait chez quelqu'un, pour ne pas arriver chez eux les mains vides, on amenait, ça marche, on amenait des pierres transparentes. Et moi, donc, comme j'allais chercher des cristaux là-haut, j'amenais des cristaux, mais j'amenais aussi, en plus, des perles, des billes, parce que c'était vraiment on n'avait pas trouvé mieux, si vous voulez, pour ne pas perturber la culture des gens à qui on va rendre visite. On ne sait pas trop quoi amener, on ne peut pas amener une bouteille de whisky, on ne peut pas amener... Voyez, donc c'est la seule chose, et ce n'est pas nouveau. Même les explorateurs, dès le XVIe siècle, ils apportaient quand ils faisaient le tour du monde, ils apportaient de la verroterie, ils distribuaient de la verroterie. Alors eux, parfois, s'étaient intéressés parce qu'ils échangeaient cette verroterie contre des parures en or ou contre des défenses d'éléphants, vous voyez, c'était... Mais nous, si on fait ça, c'était pas du tout intéressé, c'était juste pour ne pas arriver les mains vides et commencer à communiquer. Et les pierres, c'est vraiment enfin, je vous dis, c'est un langage universel, c'est la meilleure façon de communiquer. Et ça apaise immédiatement les tensions. Donc, cet amour pour les pierres, ça remonte à la nuit des temps. Moi, je fais remonter. Moi, je dis souvent que la recherche du caillou, c'est le plus vieux métier du monde. Parce que ça remonte à 6 millions d'années. Vous voyez, il faut imaginer l'hominidé qui cherche un caillou, qui trouve son caillou et qui va casser un fruit à coque pour en extraire la graine.
et d'autres qui sont dans un abri, ils vont amasser des cailloux pour s'abriter du vent. Et ce qui est amusant, c'est exactement, on fait toujours ça là-haut quand on est dans le massif du Mont Blanc. Quand on bivouaque sur une plateforme, dans un abri sous roche, on fait les mêmes gestes. C'est-à-dire que tous ces gestes que l'on fait au Christo, ce sont des gestes qui font appel à notre mémoire la plus profonde. Ce sont des gestes qui existent depuis des millions d'années. Et je pense que c'est pour ça que ça nous fait autant de bien. Enfin, que ça joue en tout cas. Donc, là, je vais commencer avec l'homme moderne, si vous voulez. Je vais vous dispenser de parler de la recherche de Christo chez Homo habilis ou chez l'Australopithèque. On commence avec l'homme moderne qui va quitter l'emplacement du Maroc il y a à peu près 150 000 ans et qui, déjà, dans sa tête, il a déjà l'amour des pierres. Il y a des gens qui étudient ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des paléoanthropologues qui arrivent à savoir ce que les gens à cette époque avaient dans le crâne. On arrive à connaître leurs mythes, on arrive à connaître leurs rituels, leur savoir-faire, bien évidemment. Et c'est vraiment avec des outils scientifiques. Et par exemple, le mythe d'Orphéon et d'Eurydice, on croit que c'est un mythe grec, mais c'est bien antérieur. Les Grecs se sont emparés du mythe. Et ce mythe, il existe, c'est un mythe paléolithique. C'est un voyage chamanique au pays des morts qui existe, et ça, on a prouvé. Les paléoanthropologues ont prouvé que ce mythe existait depuis 50 000 ans, et qu'on le retrouve aux quatre coins de la planète. Et pour les cristaux, c'est pareil. On sait que les gens cherchent des cristaux depuis... Enfin, on ne sait pas jusqu'en. Mais en tout cas, quand l'Homo sapiens est parti à la conquête du monde, il cherchait déjà des cristaux. Alors qu'est-ce qu'il en faisait? C'est ça qui est intéressant. Pourquoi cherchait-il des cristaux? Je vais me limiter à Cro-Magnon. Vous savez. Avant, on parlait de Cro-Magnon, je ne sais pas si c'est encore un mot d'actualité. Maintenant, on dit l'Homo sapiens du paléolithique supérieur. C'est un peu moins glamour, mais c'est plus précis. Donc, c'est ce gars qui vit dans... Bon, vous voyez son image, il a des peaux de bêtes, il y a la grotte, il y a le feu, au fond, il y a les mammouths qui broutent dans la toundra. Et pour comprendre pourquoi il aime les pierres, il faut comprendre d'abord sa relation au monde animal. Quand il peint dans sa grotte, il ne va pas peindre des couchers de soleil sur la plage, il ne peint pas des arbres, il ne va pas peindre des hommes et des femmes, il peint des animaux, exclusivement des animaux, parce qu'il a une relation qui est absolument intense avec le monde animal. Il faut dire qu'à l'époque, il y a que ça à manger, hein, c'est pas le jardin d'Éden, il fait 10 degrés de moins qu'actuellement, c'est la steppe, il n'y a que des animaux, il y a beaucoup d'animaux parce qu'il y a très peu d'hommes, et tout le monde chasse, les hommes vont à la chasse pour les gros animaux, les femmes chassent les animaux moyens, les enfants chassent les petits animaux parce qu'on a faim et qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à manger. Donc ils ont une relation avec le monde animal qui est à la fois sensorielle dans la mesure où ils adoptent les animaux sauvages. Quand ils tuent une femelle, ils adoptent les petits. Donc dans un campement d'hommes du Paléolithique, ou dans la grotte, il y a plein d'animaux d'animaux apprivoisés, des petits ours, des petits loups, enfin ils en ont plein, ils sont nourris au sein, ils vivent avec eux, ils ont une relation très très intime, ils apprennent le langage pour mieux approcher les animaux. Ils dorment avec eux, on se tient chaud auprès des animaux, vous voyez, c'est vraiment une relation de grande proximité, mais c'est aussi une relation tragique. Car ces animaux ne sont pas des animaux domestiques, ce sont des animaux que l'on tue l'hiver dans les périodes de disette où il faut manger, on tue ces animaux et parfois même on se livre au cannibalisme aussi, hein, ça existait aussi à cette époque. Et tous les jours on chasse, et je vous dis ça parce que quand quelqu'un tombe malade, le concept de maladie à l'époque n'existe pas. Hein, quand quelqu'un a la fièvre, tout ça, et qu'on sent que la vie va lui échapper, les gens se mettent autour
Et ils sont en train d'inventer en fait le chamanisme, et ils essayent d'attraper l'esprit de l'animal, parce qu'ils pensent que c'est l'esprit de l'animal qui a été chassé, qui rentre dans le corps d'une personne parfois pris un peu au hasard, ou c'est quelqu'un qui a mangé et qui a ingurgité en mangeant l'esprit de l'animal. Donc le but, c'est d'attraper l'esprit de l'animal, de l'attraper et de le jeter le plus loin possible. Et dans le rituel, un des outils de prédilection qu'ils ont, c'est le cristal, c'est la pierre transparente. Je dis pierre transparente parce qu'il y a beaucoup de cristaux qui ne sont pas transparents. C'est important, c'est la pierre transparente. Pourquoi? Parce que la pierre transparente, c'est le seul objet de la matière dans lequel le regard pénètre. C'est un espace intermédiaire entre le monde visible et l'invisible. Si vous voulez, c'est une fenêtre sur le monde parallèle des esprits. Donc, le chaman ou les gens, ils aiment avoir ces pierres parce que ces pierres leur donnent un don de voyance pour attraper l'animal qui les mange de l'intérieur. Enfin, qui mange, voilà, l'animal qui mange ceux qui souffrent. Donc, cette pierre, elle est recherchée. Alors bien sûr, on n'en trouve pas tous les jours des pierres transparentes, c'est extrêmement difficile. Alors on en a trouvé un petit peu, parce que moi je me suis intéressé, si vous voulez, aux pierres d'une certaine taille, si possible qui venaient d'ici. Parce que... mais il faut savoir que des cristaux gros, des pierres transparentes grosses, que l'on peut intégrer à un rituel chamanique, il y en a à peu près qu'ici, au niveau de la France. Hein. Il y en a un petit peu en Oisan aussi, dans des cristallières, mais ils sont beaucoup plus petits. Ou sinon, bon, à l'époque, la frontière n'existe pas, il faut aller dans le Haut-Valais, où là, il y a aussi beaucoup de cristaux. Mais en France, on ne trouve nulle part des gros cristaux. Donc aujourd'hui, les cristaux transparents qu'on le retrouve en France, qui ont pu servir, qui ont pu être taillés, qui ont pu être utilisés dans les rituels chamaniques, eh bien, on peut imaginer qu'ils viennent d'ici. Alors vous me direz, mais comment est-ce possible? Parce qu'ici, il y a 20 000 ans, ou 25 000 ans, pendant Cro-Magnon, il y a 7 à 800 mètres de glace. Bon, les fours qui sont là, ils sont sous la glace. Vous voyez, donc, c'est pas facile. Mais il faut savoir que l'homme du Paléolithique, il est capable, à cette époque-là, il allait au bord de l'Arctique. Il suivait les troupeaux de rennes, il passait sur les glaciers de l'Arctique, il traversait le détroit de Bering parce qu'il y avait 120 mètres de flotte en moins dans les océans, il escaladait les glaciers d'Alaska, il redescendait en Amérique, puis après quand les rennes, il suivait des rennes, généralement des troupeaux de rennes, il revenait. Pendant plusieurs milliers d'années, ils ont fait des allers-retours entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique. Ils étaient... Cet Homo sapiens, il est particulièrement robuste. Il arrive à s'adapter à absolument tous les climats. Les archéologues disent que c'est une espèce invasive, tellement il est résistant. Et les autres espèces de la lignée, les autres lignées humaines, elles ont disparu. Mais Homo sapiens, il n'a fait que se développer. Et je ne sais plus où j'en étais. Et il a fait que... il a diffusé... Pardon ? Les cristaux... Ah oui, les cristaux étaient sous la glace. Alors la question qui m'a tarabusqué, c'est est-ce que Cro-Magnon vient ici pour ramasser les cristaux qu'il utilise en Aquitaine ou ailleurs, vous voyez ? Bon, en fait, il en est tout à fait capable. Parce que... Mais, bon, tant qu'on n'aura pas retrouvé un homme de Cro-Magnon coincé au fond d'un four, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il venait là-haut, au pied de la dent du géant, parce qu'il faut imaginer le truc, ici, il y avait une énorme calotte de glace, mais il y avait quand même des pics qui émergeaient des glaciers. Comme la dent du géant, les aiguilles de Chamonix, tout ça, ça émergeait, donc on peut imaginer qu'il arrive, et puis qu'il arrive au pied d'un four et qu'il se mette à gratter. Mais bon, ça c'est un peu une vue de l'esprit, ça fait sourire, je ne pense pas que ce se soit déroulé. Parce qu'en fait, cet homme-là, mais par contre, il y avait des oasis.
entre ces immenses langues glaciaires qui allaient jusqu'au Jura, il y avait par endroits des oasis, c'était de la toundra. Et là où vont les animaux, là où vont les troupeaux de rennes, l'homme va. Partout où va l'animal, l'homme suit. Donc il est tout à fait possible que l'homme soit venu dans des espèces d'oasis. Faut imaginer les oasis, hein, c'était un peu comme le jardin de Taleffre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le jardin de Taleffre, il y a 20-30 ans, c'était un espace totalement féerique. C'était absolument merveilleux. Les guides emmenaient leurs clients tellement c'était somptueux de voir cette prairie qui était au milieu de toutes ces glaces, entourée par des parois infranchissables. C'était magnifique. C'est ça des oasis. Et il existait des oasis, il y a 20-30 000 ans, dans les Alpes centrales. Donc il est possible que l'homme soit venu dans ces oasis, hein, il n'y avait pas grand-chose, hein, mais il poursuivait les animaux, et qu'en longeant des glaciers, ils aient trouvé des cristaux. Et qu'il ait trimballé ces cristaux dans leur hôte, ils ont pu trimballer des cristaux très loin comme ça, et on mesure un petit peu la valeur d'un cristal à la distance qu'il fait entre son gisement et l'endroit où on le trouve. Il faut voir que les hommes à l'époque, c'est un peu comme nous quand on est en montagne, hein. On n'emmène que l'indispensable pour survivre. Donc lui, Cro-Magnon, c'était pareil. Il avait, dans sa hotte, il avait des outils, de quoi se battre, de quoi chasser, de quoi survivre, de quoi bivouaquer, de quoi manger. Et s'il trimballait les cristaux, c'est que les cristaux, c'était vraiment important pour lui. Donc, il faudrait vraiment faire une recherche approfondie. Cette recherche n'a pas été faite pour savoir combien de cristaux, combien de bifaces en cristal, de roches transparents on peut retrouver dans les réserves de tous les musées d'archéologie en France. Il y a des millions de pierres taillées, il y a un travail de tri absolument énorme, mais en tout cas, il y en a. On trouve des bifaces qui ont été taillées dans des grands cristaux de roche et qui ont... Voilà. On peut imaginer, on n'en a pas la preuve, mais on peut tout à fait imaginer qu'ils soient venus des Alpes centrales, donc voilà, il est possible qu'ils soient venus ici chercher des cristaux. Après, je vais passer au néolithique, ça se complique un petit peu. Parce que là, il y a une diversification culturelle qui est absolument gigantesque. Il y a des tribus qui se sédentarisent, qui cultivent, qui foncent, qui changent complètement de mode de vie, tandis que d'autres restent complètement dans l'animisme, dans la poursuite des animaux, ils ont toujours une relation magique. Enfin, en fait, il y a à la fois la pensée religieuse qui commence à se développer, qui regarde moins à l'intérieur de la pierre que au-delà, dans l'au-delà où vivent les dieux. Voyez. Et puis les animistes, eux, ils restent plutôt à communiquer avec l'esprit qui sont dans la pierre. Ce sont deux différences assez importantes. Et à cette époque, dans l'époque... non, après le néolithique, à l'âge du bronze, souvenez-vous qu'on avait trouvé Otzi. Otzi qui est quand même un gars qu'on a trouvé à 3300 mètres d'altitude. Donc 3200 mètres d'altitude, il y a 5300 ans. Et il avait des cristaux sur lui. Alors c'était des cristaux de pyrite, sans doute pour faire du feu, mais voilà, des pyrites, on n'en trouve pas facilement. Donc les gars, quand même, ils grimpaient. Mais bon, c'était beaucoup plus récent. Mais là où vraiment la folie des cristaux peut nous interpeller, c'est à Rome. À Rome, dès le début de Rome, les Romains, ils ont vraiment une passion, mais folle, pour le cristal de quartz. Alors, ils lui attribuent énormément de vertus. Ça peut être des vertus de protection, des vertus prophylactiques, des vertus divinatoires. Et il y a une vertu qui est assez intéressante. Par exemple, les empereurs, ils avaient toujours peur de se faire assassiner, ils avaient toujours peur de se faire empoisonner. Et donc ils avaient des goutteurs. Mais les goutteurs, ce n'est pas un produit
bah, c'est pas très fiable, parce que le goûteur, des fois, il met du temps pour mourir quand il boit un truc empoisonné. Donc il y avait une croyance qui était en cours et qui a fait le tour de la Méditerranée pendant plusieurs siècles. Ils pensaient que quand on versait une goutte de poison dans une coupe taillée dans un cristal de roche, le cristal de roche ne supportait pas, il explosait. Alors, ils se sont tous mis à vouloir boire dans des coupes en cristal de roche, et c'est ce qu'ils faisaient. Il faut dire qu'à Rome, il y avait des fortunes absolument inimaginables. S'il y avait un type comme Crassus, c'était le Jeff Bezos de l'Antiquité. Donc ils pouvaient se payer des vaisseliers, des plats en cristal de roche, ça valait des centaines de milliers de sesterces, mais ils se les achetaient. Alors bien sûr, vous me direz, quand un type il buvait dans une coupe et qu'il tombait foudroyé, empoisonné, et que la coupe de cristal de roche ne faisait pas son effet, ça posait un problème. Mais les tailleurs de pierre, ils avaient toujours réponse à tout. Ils disaient que si le cristal n'avait pas fait son effet d'antipoison, c'est que le cristal n'était pas suffisamment pur. C'est que le cristal n'avait pas été cueilli suffisamment haut. Et il fallait aller plus haut, et donc il demandait aux cristalliers d'aller toujours plus haut, là où les neiges étaient les plus pures, là où les froids étaient les plus vifs, là où les nymphes veillaient aux cristaux. Donc, Pline l'Ancien, il nous raconte, il nous parle de tout ça. Et il raconte comment les cristalliers montent en haut des montagnes, dans les neiges, ils affrontent les dangers, ils vont se pendre dans des parois absolument infranchissables pour extraire les cristaux de la roche. Et la demande de cristaux, elle est toujours plus grande, au point qu'il n'y en a pas suffisamment. Donc les Romains, ils partent à Chypre chercher des cristaux, mais ils ne sont pas suffisamment beaux. Ils vont en Égypte, ils montent jusqu'en Érythrée. C'est pas ça, c'est pas encore, ça n'a pas la transparence des cristaux des Alpes centrales. Ils partent en Turquie, en Iran, ils cherchent partout des cristaux, ils en ramènent. Bon, ils les utilisent quand même, mais ils ne jurent que par les cristaux des Alpes, qui sont vraiment les plus purs, les plus transparents, les plus brillants. Et je pense à ce pauvre Néron. Néron, à la fin de sa vie, bon, ça se passait mal pour lui. Donc lui, il buvait dans 2 coupes de cristal de roche. Et à la fin, quand il a dû s'enfuir de son palais, il a cassé ces deux coupes en cristal pour que personne ne puisse boire dans ces coupes après lui. Et ça a vraiment fait scandale. C'était vraiment un sacrilège. Et Pline, il dit que Néron, il commet un crime contre son siècle. Alors c'est assez fou, parce que Néron, il a tué sa mère, il a tué sa femme, il a tué des milliers de gens. Mais ça passe crème, vous voyez. Qui casse 2 verres en cristal, c'est sacrilège absolu, parce que ces cristaux, ils viennent du haut de la montagne, ils viennent du royaume d'Uranus, il y a Jupiter qui est pas loin, c'est vraiment un sacrilège épouvantable. Alors qu'est-ce qu'ils font, les gens qui sont témoins de ce sacrilège? Ils ramassent tous les débris de ces 2 coupes en cristal de roche, ils vont les montrer aux gens dans la rue, les gens furieux poursuivent Néron qui s'enfuit dans la banlieue, et Néron, acculé, entouré, il préfère se trancher la gorge plutôt que de se faire trucider. C'est pour vous dire le niveau de sacralité du cristal de roche et de la valeur que pouvaient atteindre ces cristaux de roche. Ça se vendait une fortune, mais inimaginable, à Rome. Et ici, c'était un petit peu plus compliqué. Parce que les Romains, ils essayaient de pacifier. Les Romains, ce qu'ils voulaient faire, ils voulaient faire des affaires, ils voulaient faire du business, ils voulaient acheter les richesses un petit peu partout. Ils voulaient que les gens vivent plutôt en paix pour acheter, pour ramener toutes les richesses en direction de Rome, où c'était la vie
de luxe, c'était la ville de tous les excès. Et ils avaient beaucoup de problèmes avec les peuples montagnards. Donc pendant des siècles, ils ont eu du fil à retordre avec les peuples des montagnes. Alors, et particulièrement à Chamonix. Parce que ici, alors en bas, alors d'abord ils se sont installés vraiment militairement, ils se sont installés à Martigny. Parce que Martigny c'était une route qui revenait de Lyon, et il y avait toutes les richesses de la Gaule qui passaient par là, et qui passaient par le col du Grand Saint-Bernard et qui allaient à Rome. Et ils ont utilisé la route de la Forclaz, tout ça, comme une petite route secondaire, si vous voulez, qui leur était bien pratique, parce que quand les peuples celtes, les Helvètes, les Nantuals, enfin toutes les tribus celtes, se bagarraient ou décidaient d'attaquer les convois romains pour les piller, les Romains, ils utilisaient cette route-là, ils passaient par Thonon et tout ça, et ils arrivaient à prendre les gars en tenaille, ils les chopaient, ils les envoyaient aux galères. Mais les galères, c'était dissuasif, mais pas suffisamment dissuasif pour vraiment calmer tous ces peuples qui étaient extrêmement rebelles. Et à Chamonix, il y avait donc les Allobroges qui étaient en dessous de... Enfin, là, je vous parle du 1er siècle de notre ère, vous voyez, environ... oui, le 1er siècle. Et donc les Allobroges, qui ne pouvaient pas blairer les Ceutrons, qui étaient ici, et les Ceutrons, ce n'étaient pas des Celtes... C'était les premières vagues celtes qui s'étaient mélangées à des Ligures, qui eux-mêmes s'étaient mélangés aux peuples mégalithes, qui étaient les premières tribus qui habitaient ici. Donc les Allobroges, il faut dire, enfin, j'imagine qu'ils devaient traiter les Ceutrons de Butch, traiter les Ceutrons de Butch, ça leur plaisait pas, donc ils passaient leur temps à guerroyer. Et les Romains, ils essayaient toujours de les calmer, parce que les Romains, leur but c'était de récupérer le plomb un peu plus bas, de récupérer l'or dans le Val d'Aoste, de récupérer les cristaux qui étaient dans le massif. Et ils ont essayé de pacifier, mais ils ont mis 350 ans à pacifier la zone, ce qui est énorme. Et si vous voulez, je pense que vous savez, enfin certains savent, mais il y a une borne romaine qui est au-dessus de Vaudagne, qui délimite le territoire. Ça a été posé par les Romains sous Vespasien. Il délimite le territoire des Allobroges qui sont en bas et des Ceutrons qui sont en haut. Mais d'après les Romains, il y avait encore d'autres peuples, encore plus anciens, qui étaient vraiment les barbares parmi les barbares. C'était vraiment sans doute des animistes, des tribus nomades, qui étaient sales, qui étaient misérables, qui vivaient tout en haut des montagnes. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est imaginé. Mais en tout cas, c'était peut-être eux qui allaient chercher les cristaux, je ne sais pas si c'était eux, parce qu'eux connaissaient vraisemblablement le chemin des fours. Sinon, c'était les Ceutrons, vraisemblablement, qui montaient chercher les cristaux pour alimenter Rome, qui était toujours plus demandeuse de cristaux. Et bien évidemment, les cristaux venaient également du Haut-Valais, où il y avait aussi des gisements considérables. Il y avait des cristaux sans doute plus grands que ceux que l'on puisse trouver ici, donc plus propices à la taille. Donc cette folie, Pline, quand il parle des cristaux, il dit vraiment que c'est une folie qui habite les hommes. Les hommes sont fous pour les cristaux. Ils sont prêts à tout pour acquérir ces cristaux et pour tailler des objets, des bijoux, des sceaux, enfin bon, ils font plein de choses avec ces cristaux. Et puis, cette passion des cristaux, elle a continué. Elle a un peu diminué pendant l'époque carolingienne et mérovingienne, et puis ça a repris au Moyen-Âge, d'une manière assez intense. Ce sont les moines qui travaillent dans leurs monastères, dans les abbayes, ce sont les moines qui sculptent les cristaux. Ils font principalement des cabochons. Pourquoi ? Parce qu'ils fabriquent aussi des reliquaires. Et vous savez, les reliquaires, ce sont des boîtes dans lesquelles on met les reliques des saints, on met des petits objets qui étaient, enfin je sais pas, des petits morceaux de la croix du Christ, une épine de la couronne du Christ. On met ça dans des reliquaires et ils mettent des cabochons qui ont une forme convexe et ça fait un peu effet loupe.
et il considère que le cabochon contient non seulement la lumière physique, mais aussi la lumière divine, et la restitue. Alors ils vont loin, ils vont très très loin les moines dans leur... Enfin, les moines ils considèrent toujours que les cristaux c'est de la glace en altitude qui se transforme sur un espèce de principe alchimique qui se transforme en pierre, mais si cette alchimie se fait, c'est grâce au souffle du Saint-Esprit. Donc il y a toute une mystique religieuse qui se met en place et qui va très très loin, parce qu'il y a même des religieux qui comparent le Christ sur la croix, mort, qui ressuscite dans un halo de lumière, à cette transformation du cristal en glace vers la pierre et qui devient étincelant. Vous voyez, ils font une comparaison. Donc le cristal devient presque, enfin symbolise le corps du Christ. Et c'est pour ça qu'ils vont mettre du cristal de roche absolument partout. Les cabochons, ils vont en mettre sur les crosses des évêques, ils vont en mettre sur les autels, ils vont en mettre sur les trônes, ils vont sur les croix. Parfois, au lieu de mettre le Christ sur une croix, ils vont juste mettre des cabochons en cristal de roche. Tellement le cristal symbolise le Christ. Donc, et ça va prendre de l'ampleur, de plus en plus. Saint Louis, bon, c'était au XIIIe siècle, quand il part faire la 7e croisade, c'est un désastre. Son armée est décimée, il se fait mettre en prison. Et alors les historiens qui n'aiment pas beaucoup Saint Louis, ils disent qu'en fait il a une idée derrière la tête, il a envie de se faire canoniser. Ceux qui aiment bien Saint Louis disent pas du tout. Sa croisade a été glorieuse, il a fait la paix avec les Ismaéliens pour se les rallier pour battre les fils de Saladin, et pour glorifier sa croisade et pour justifier le fait qu'il s'est allié avec les Ismaéliens, ils prétendent que les Ismaéliens lui ont offert un olifant en cristal de roche, symbolisant l'héroïsme des chevaliers à la fois chrétiens et arabes. Et qui s'est fait offrir un jeu d'échecs en cristal de roche avec des pions. Les pions noirs qui sont en cristal de roche fumée, les pions blancs qui sont en cristal de roche hyalin. Et Saint Louis prétend avoir ramené ces objets, qui pour lui sont très importantes parce qu'ils représentent, comme il n'a pas réussi à libérer Jérusalem, Saint Louis il dit voilà, je ramène un peu le Christ avec moi, c'est le corps du Christ, donc il essaye de faire valoir que sa croisade n'a pas été vaine, qu'il n'est pas parti pour rien, qu'il n'a pas abandonné le royaume de France à sa mère pendant 5 ans, et qu'il revient avec des trésors, et ces trésors ce sont des cristaux de roche. C'est encore pour vous dire à quel niveau le cristal de roche est sacralisé. Le cristal de roche, il vaut une fortune à Paris. Et il vient toujours, alors à Paris, c'est du cristal de roche qui vient d'ici, ça c'est sûr. Les cristalliers, ils descendent à dos de mulet, ils descendent des cristaux, ils en descendent, et ça part pour Paris, ça part pour Cologne, ça part pour Milan, ça part pour Florence, ça part à Venise. Il y a une énorme production. Il y a même des moines qui s'installent à Chamonix, il y a un prieuré à Chamonix, je crois que c'est au XIIe siècle par là. Bon, qu'est-ce que font ces moines? Est-ce qu'ils font que prier? Mais on sait qu'ils viennent de Bourgogne, et comme par hasard, les moines de Bourgogne, ils taillent les cristaux, voyez? Et ce sont surtout des cabochons ou des boules. Pour vous donner une idée de la valeur du cristal de roche, il faut imaginer Charles VI, qui est en guerre avec l'Italie, et à la fin, il a plus beaucoup d'argent, et il va vendre un flacon en cristal de roche, un flacon de parfum, mais il est vide le flacon. Et il le vend, et en vendant ce flacon de parfum, il finance une expédition militaire en Italie pour reprendre la ville de Gênes qui est en proie à une insurrection.
Vous vous rendez compte? Il vend un flacon vide et il va financer une expédition militaire. Donc, alors, le cristal, c'est vraiment... Alors je ne sais pas à combien ils achètent les cristaux aux cristalliers, parce que les cristalliers, eux, ils veulent que leur activité reste confidentielle. Ils n'ont jamais voulu dire à quel prix ils vendaient leurs cristaux. C'est vrai que ce n'est pas évident. Moi, je pense aux Ceutrons, quand ils trouvaient leurs cristaux, ils devaient traverser le territoire des Allobroges pour aller à Martigny ou pour aller à Annecy pour trouver les Romains. Ils n'avaient pas envie de se faire égorger, donc ils avaient toujours une relation extrêmement discrète avec les cristaux. Mais en tout cas, ils ramenaient des cristaux en pagaille. Et après les croisades, si vous voulez, les croisés, ils ramènent énormément de pièces qui sont absolument somptueuses, parce que dans les califats abbassides et fatimides, ils sculptent le cristal de roche d'une manière absolument folle. Ils prennent des gros cristaux de quartz, ils évident complètement l'intérieur du cristal jusqu'à ce que le cristal prenne la forme d'une aiguière ou d'une cruche. Et quand le cristal fait plus que 2-3 mm, il commence à sculpter la surface du cristal et puis il dessine des faucons, des panthères, des palmiers, des fontaines. Ils font des sculptures absolument prodigieuses. C'est un travail de folie. Donc les Européens, ils vont ramener, et là, ils vont se remettre à sculpter, un peu comme le faisaient les Romains, ils vont se remettre à sculpter et à faire des objets somptuaires qui vont émerveiller les rois de France. Henri IV, il va être émerveillé quand Catherine de Médicis va lui ramener des cristaux de Florence, parce que l'activité reprend surtout en Italie, puis après elle se reprend en France, puis après en Allemagne. Et Louis XIV, par exemple, avait un service de table tout en cristal de roche qui venait d'ici, qui venait du Haut-Valais. C'était des pièces absolument extraordinaires, bon, qui ne sont pas restées en France malheureusement parce que son fils les a emmenées en Espagne et qu'on peut les voir maintenant plutôt au Prado, mais c'était des pièces absolument fabuleuses. Et arrive le siècle des Lumières. Et là, patatras. Le siècle des Lumières signifie l'extinction de cette folie mystique pour le cristal. C'est vrai, au siècle des Lumières arrive Lavoisier, arrive Marie-Juste Tailly, arrivent les scientifiques, et les curés, ils sont en perte de vitesse, et la valeur du cristal va s'effondrer. Pas seulement à cause des Lumières, mais aussi parce qu'on découvre à Madagascar des mines de cristaux qui sont absolument fabuleuses. Donc on va ramener du quartz de Madagascar pour tailler les lustres, pour continuer la taille. Et puis arrive le cristal de Bohême. Alors là, c'est absolument prodigieux. Vous voyez, c'est du cristal qui est d'une brillance extraordinaire, donc il va faire concurrence au cristal de roche, le cristal Saint-Denis, le cristal Baccarat. Tout ça réuni va faire que les cristalliers, ils n'ont plus de travail. Et heureusement, à Chamonix arrivent les touristes. Et ils vont se reconvertir en devenant guides de haute montagne. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne ramassent plus de cristaux. Ils continuent ils en descendent un petit peu, parce qu'à Chamonix, il y a beaucoup de gens qui viennent, il y a des gens extrêmement connus qui viennent et qui achètent des cristaux, il y a des naturalistes qui achètent des cristaux pour leur cabinet de curiosité, mais ça reste des curiosités. Ce ne sont plus des objets sacrés, magnifiés comme ça a pu être dans le passé. Ils vendent des cristaux aux touristes, voyez, mais la situation ici, en tout cas, se calme considérablement. Et elle va reprendre doucement, tout doucement, dans les années 60, il n'y a pas longtemps. Et là, je vais commencer à vous parler des découvertes récentes dont j'ai été témoin, de certaines très belles découvertes qui ont eu lieu dans le massif du Mont Blanc. Mais c'était plus vraiment le cristal de roche qui excite l'imaginaire des cristalliers. Là, c'est la fluorine rouge, la fluorine rose. C'est ça qui fait rêver les cristalliers.
Et la première grande découverte, je crois, je ne suis pas au courant de tout, mais c'est Roger Fournier qui trouve une pièce absolument somptueuse dans l'aiguille d'Argentière. C'est une couronne de fluorine rose, un peu orangée, un peu rouge, vous voyez, avec au milieu une pointe de cristal fumé noir qui est verticale. C'est une pièce absolument sublime. Et Roger, qui était un homme qui aimait partager sa passion, qui emmenait ses amis aux cristaux, qui montrait ses cristaux, qui faisait des projections de diapositives, il a vraiment relancé l'activité des cristalliers à ce moment-là. Moi, je me souviens qu'il a montré cette pièce à mes parents et il disait oh, « On m'en a proposé 2 millions et je n'ai pas voulu la vendre. Oh. » Alors, bien sûr, respect, vous voyez, et il ne l'a jamais vendue. Alors qu'il construisait à sa maison, il avait besoin d'argent comme tout le monde, mais il ne l'a pas vendue tellement cette pièce était extraordinaire. Et aujourd'hui, cette pièce est conservée par son fils. Parfois, elle est exposée au musée de Chamonix, mais c'est vraiment la première pièce mythique qu'on a pu trouver dans le massif du Mont-Blanc. La deuxième, je dirais que c'est Georges. C'est une pièce qui a été trouvée dans la face ouest des Pèlerins, qui a été trouvée donc, par Georges Bettembourg, qui était un alpiniste extraordinaire, un cristallier extraordinaire. Il était avec Jean-Franck Charlet. Et ils ont descendu cette fluorine qui était gigantesque, qui est absolument magnifique, qui est d'un rouge absolument incroyable. Et cette pierre, elle a une histoire d'une part parce qu'elle porte le nom de Georges Bettembourg, qui était un cristallier absolument extraordinaire et qui a disparu tragiquement dans la Verte quand il était aux cristaux avec Jean-Franck Charlet. Mais cette pièce, elle nous a permis d'argumenter parce qu'après qu'ils aient découvert cette pièce, toute la face des pèlerins s'est effondrée. Donc ça nous a permis de justifier un peu notre activité en disant si on ne ramasse pas les cristaux, de toute façon les cristaux ils sont condamnés à disparaître à court terme, les parois s'effondrent, si on ne les ramasse pas, ils disparaissent, ils sont transformés en sable de moraine et c'est ce qui s'était passé aux pèlerins. Toutes les fluorines qui étaient restées dans ces fours, elles s'étaient transformées en sable, on pouvait voir les débris en bas des pèlerins. Donc ça nous a permis d'argumenter, parce que déjà à l'époque il y avait des gens qui rêvaient d'interdire notre activité cristallier. Après, il faut attendre un petit peu. Et je crois qu'une des grandes découvertes qui a changé un peu la donne aussi, c'est la découverte qui a eu lieu à la Pointe Curte. À la Pointe Curte, ils ont trouvé, alors c'était à peu près la même équipe, c'était Jean-Franck Charlet, René Guilini, Roland Créton et Lagarde. Ils ont trouvé un spot absolument incroyable, avec des fluorines pas très grosses, mais d'un rouge sang extraordinaire, et associés à des cristaux de quartz fumé, presque morillon, qui faisaient un contraste absolument extraordinaire, et ils en ont trouvé beaucoup. Ce qui fait qu'ils en ont vendu beaucoup, bien évidemment, à des grands collectionneurs de la planète, et le cristal de Chamonix a eu à ce moment-là enfin ses lettres de noblesse. On a reconnu que Chamonix était un site minéralogique, un grand site minéralogique, parce qu'avant, souvent, les marchands qui achetaient les cristaux, ils faisaient passer les cristaux de Chamonix pour du cristal suisse. Mais là, avec cette découverte, c'était plus possible. C'était les cristaux de Chamonix qui ont été mis en avant partout, chez tous les grands collectionneurs. Et là, ça a été une avancée, si je puis dire, dans notre combat pour faire reconnaître notre activité. Après, je citerai ma découverte, parce qu'elle a une histoire particulière. Un jour, j'ai trouvé dans le bassin d'Argentière un ensemble de fluorines associé à une grosse pointe de quartz. Et c'était une époque où il n'y avait pas eu beaucoup de découvertes, donc cette pièce a fait parler d'elle, et j'ai essayé de la vendre à l'État. C'est-à-dire que j'ai demandé au Muséum d'histoire naturelle s'ils étaient intéressés. Ils étaient intéressés, et pour pouvoir l'acheter, ils l'ont fait classer comme trésor national, et cette pierre a été achetée par l'État français, par le ministère de la Culture. Et c'est important, parce que notre activité, on ne savait pas encore si elle était légale ou pas. On ne savait pas si on avait le droit d'aller chercher des cristaux. Et d'ailleurs, avant d'acheter cette pierre, pendant 3 ans, il y a eu des réunions avec des experts
des juristes de tous les ministères pour savoir si l'État français avait le droit d'acheter cette pierre, si l'État allait devenir receleur ou pas, si c'était un site classé. Il y avait des jurisprudences, il ne fallait pas ramasser... Enfin, ils ont vraiment travaillé. Je ne saurais pas vous dire combien il y a eu de réunions pour savoir... Et finalement, ils ont trouvé un montage juridique, si je puis dire. Ils se sont référés au droit coutumier, c'est-à-dire à la législation des rois de France. C'est-à-dire que quand la République n'a pas régi une activité, on peut se référer aux lois qui étaient antérieures à la République, c'est-à-dire aux droits des rois de France. Donc, ils ont utilisé le droit coutumier pour acheter cette pièce, ce qui est intéressant parce que c'est une espèce de jurisprudence. Quand on ramasse un cristal, si l'État nous achète une pierre qui vient du site classé, c'est que c'est pas illégal quelque part, vous voyez. Donc c'était très intéressant. Alors bien sûr, j'en profite pour dire que le massif aussi, il appartient à la mairie et que la mairie a le droit tout à fait de régir l'activité, de nous faire signer un code d'honneur et d'exiger qu'on montre les pièces en priorité à la mairie. Ça c'est autre chose, hein. Mais ça ne nous empêche pas, ça nous retire pas ce droit au niveau de l'État de ramasser des cristaux. Après, dans les grandes découvertes, c'est la Charpoix. La Charpoix, c'est une équipe c'est l'équipe de Christophe. Attends, moi je l'appelle Pinou. Christophe Lelièvre, Fred Eva, Bibolet, Michael Bibolet-Ruche et le quatrième, je ne sais plus. Ah si, c'était De Voissou. Voilà, ils ont trouvé donc un gisement absolument fabuleux de fluorine gemme transparente sur de la calcite et entourée de cristal de roche fumé clair. C'était absolument prodigieux, c'était vraiment des bijoux totalement intacts et ce sont vraiment si on peut dire que ces fluorines roses, enfin dans le registre des fluorines roses et rouges, ce sont les plus belles du monde et ils en ont trouvé beaucoup, donc ça rend fou tous les collectionneurs de la planète qui rêvent d'en acquérir et eux, ils veulent pas vendre, ils gardent les plus belles. Ouais. C'est terrible. Donc ça nous fait rire parce qu'ils gardent les plus belles, puis ils en ont offert aussi au musée de Chamonix. Donc on peut aussi en admirer au musée de Chamonix. Donc ça c'est vraiment une grande et très belle découverte qu'il y a eu ces dernières années. Et puis après il y a eu, je dirais qu'il y a eu la fluorine de Geoffrey. Alors là ça n'a rien à voir avec les fluorines de la Charpoix. C'est une fluorine qui est brute, qui est puissante, qui est sauvage. Vous voyez, on sent qu'elle a vécu, elle est burinée, mais elle a une puissance absolument extraordinaire. Elle est associée à des cristaux fumés, elle est grosse comme ça. Elle est associée à des cristaux fumés, à un Gwindel fumé. C'est vraiment une pièce absolument fabuleuse. Donc ça, je pense que c'est vraiment les découvertes les plus extraordinaires, mais il y en a eu d'autres. Il faut citer bien évidemment la fluorine d'Écoutet, qui est une fluorine d'un rouge étincelant qui illumine absolument la salle principale du muséum. Quand on rentre dans le musée, on ne voit qu'elle, tellement elle est resplendissante, et grosse, et importante, imposante. Il y a aussi la fluorine, la reine du Mont Blanc, qui est cette fluorine qu'a trouvée Stéphane Dan et René Robert. C'est vraiment, elle ressemble à une pyramide égyptienne. C'est une masse vraiment imposante, qui a une puissance aussi, qui est au musée aussi, qui est une pièce absolument extraordinaire. Il y a la pièce qui a été trouvée par Joël Leroux, Georges. Hein,
Pas toi? Pas moi. Bon, pas... Moi, j'ai jamais trouvé de fluorine dans ma vie. Bon, il est très modeste. Bon, une fluorine qui a été trouvée par ses compagnons, qui sont Martial Dumas, Olivier Michaud et Georges Moreira. Ils ont trouvé aussi une fluorine qui est d'une composition absolument extraordinaire, où il y a un mix de fluorine et de cristaux, qui est une magnifique pièce, qui est maintenant au musée de Chamonix aussi, qu'on peut admirer, qui est vraiment une très belle pièce. Et puis aussi, il y a... Qu'est-ce qu'il y a eu encore comme grande fluorine? J'en oublie certainement. Et puis, les autres cristalliers, on peut aussi les citer. Il y a les cristalliers qui devaient venir, il y a Doudz, Charlet et Christopher Beau qui ont trouvé des quantités de fluorine, des quantités de Gwindel qui sont au musée, qui sont absolument fabuleuses. Il y a François-Régis Thévenet, Christophe Baudouin et Laurent Soaris qui ont trouvé des pièces et des pièces aussi qui sont au musée. Il y a les frères Elias, il y a les petits jeunes Léo et Enzo qui ont trouvé des pièces extraordinaires. Il y a... qui j'oublie, il y en a plein. Il y a Charles, et puis aussi, il y a ceux qui taillent les cristaux. Parce que là, on a aussi un retour. On a maintenant des gens qui taillent les cristaux. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et ça, c'est quelque chose qui va certainement revenir en force. On a Daniel Billet qui taille des cristaux à Valorcine. Et puis, il y a aussi Charles Dunant, au Contamine, qui taille les cristaux. Alors lui, non seulement il va chercher les cristaux dans la montagne, il les taille, il fait le bijou, il fait toute la chaîne, vous voyez, et il les vend. Et ça, c'est une nouvelle tendance chez les cristalliers, c'est de commencer à tailler les cristaux. Ah, mais j'oublie quand même la plus belle. Enfin, qui pour moi, c'est la plus belle du musée. C'est cette fluorine verte que vous pouvez voir sur un espèce de hérisson de quartz fumé. Elle a une fraîcheur déconcertante. Et elle a une lumière intérieure, mais qui est absolument fabuleuse. Et quand on voit cette pièce, on comprend vraiment pourquoi des peuples et les tribus au Paléolithique ont vu dans les cristaux cette fenêtre sur le monde des esprits. On voit pourquoi les druides celtes, quand ils tenaient un cristal dans la main lors de la cérémonie, ils avaient l'impression de tenir la chair des dieux. Cette pierre, elle est vivante. On comprend pourquoi les moines, au Moyen-Âge, ils imaginaient le souffle du Saint-Esprit souffler sur ces pierres. Et on comprend aussi pourquoi les scientifiques se sont enthousiasmés et ont étudié ces pierres pour découvrir les lois de la matière et de la cristallographie. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la pierre, c'est la pierre du musée qui nous fait comprendre tout cet amour, toute cette passion qu'on peut éprouver pour ces pierres. Je vous remercie. Le chamanisme avec l'aide de pierre existe-t-il toujours? Ah oui, toujours. Il y a encore aujourd'hui des peuples qui n'ont jamais été contactés. Alors ce sont des peuples très réduits, qui sont dans des forêts encore très isolées. Donc eux, ils ont bien évidemment encore une relation chamanique avec les éléments, avec la pierre. Ils utilisent les cristaux, c'est sûr. Il y a aussi encore beaucoup de gens, le chamanisme, il existe toujours, il y a partout. Et puis il y a un renouveau du chamanisme, c'est-à-dire qu'il y a maintenant des gens modernes qui réinventent le chamanisme et à leur tour, ils attribuent toutes sortes de vertus aux pierres et ils imaginent énormément de rituels. Voilà, c'est le chamanisme. Moi, tout à l'heure, je vous en ai parlé, je vous ai parlé un petit peu du dénominateur commun du chamanisme au Paléolithique, mais il y a des variantes de chamanisme absolument infinies partout sur toute la planète. Donc le chamanisme existe toujours, bien sûr. Y a-t-il de moins en moins de cristaux à force de les ramasser? Oui. Non, en fait, il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de cristaux parce que la montagne, elle est truffée de cristaux et la montagne, elle s'éboule. Et elle a tendance à s'ébouler de plus en plus. Avec le réchauffement climatique, il y a des parois entières qui s'éboulent. Et alors la montagne devient un peu plus dangereuse, certes, mais des cristaux, on en trouvera toujours
tant que les montagnes seront là, on pourra trouver des cristaux. C'est pour ça que à travers, de tout temps, on a trouvé des cristaux, ici et en Suisse, et je pense qu'on en trouvera toujours. Parce que la montagne, c'est une montagne très vivante, elle sort de la croûte terrestre, et elle s'use, elle se renouvelle, elle s'éboule. Donc les cristaux, dès qu'il y a un éboulement, eh bien, potentiellement, il y a des cristaux derrière. Donc, on n'a pas l'impression que les cristaux disparaissent. La fluorine rouge est-elle la star des pierres du Mont Blanc? Oui, on pourrait dire ça. Enfin non, il y a deux stars. Il y a la fluorine rose et rouge et les Gwindel. Les Gwindel, voilà, ce sont des cristaux qui sont tordus et qui, voilà, ils ressemblent un peu à une hélice d'avion, vous voyez. Et plus l'hélice est tordue, plus ils excitent l'imaginaire des cristalliers. La fluorine rouge, elle est rare ou... La fluorine rouge est très rare, oui bien sûr. Elle est très rare dans le monde et elle est très rare dans le massif du Mont Blanc, elle est aussi très rare en Suisse. On la trouve principalement dans le massif du Mont Blanc, en Suisse. Et puis, il y a eu une découverte en Chine, dans une mine assez extraordinaire. Donc maintenant, il y a de la fluorine rouge chinoise. Mais elle est quand même très différente de la fluorine rouge du Mont Blanc.